Acheté au rayon anti-gaspillage chez Lidl. C'était mon petit déjeuner et mon déjeuner réunis. Mon téléphone a vibré sur le tableau de bord. J'ai failli ne pas répondre. Ces derniers temps, c'était généralement des huissiers ou des appels automatisés pour le compte personnel de formation. Mais quelque chose m'a poussé à décrocher. Peut-être l'ennui. Peut-être cette dernière lueur d'espoir qui refuse de s'éteindre même quand tout le reste a disparu. Allô? Ma voix était rauque. Je n'avais parlé à personne depuis 3 jours. Monsieur Thomas Leroux? La voix de la femme était professionnelle, tranchante, le genre qui ne plaisante pas. Ouais, c'est moi. Ici Sophie Bertrand du bureau d'enregistrement du comté de Fairbanks en Alaska. Je vous appelle concernant votre propriété sur la parcelle 78B 451. J'ai ri, un son amer qui m'a fait mal à la gorge. Madame, je crois que vous faites erreur. Je ne possède aucune propriété. Je ne suis même pas propriétaire de la voiture dans laquelle je suis assis. Techniquement, la banque est juste lente à lancer la saisie. Monsieur, nos dossiers indiquent que vous possédez 137 hectares ici depuis 1998. Vous en avez hérité de Marcel Leroux à son décès. Le nom m'a frappé comme une douche froide. Oncle Marcel, le frère aîné de mon père, un homme que j'avais rencontré exactement une fois quand j'avais 7 ans. Il avait débarqué chez nous à Lyon au volant d'un vieux camion qui tenait par la rouille et la volonté, était resté 2 jours, puis avait disparu pour retourner dans le Grand Nord. Je me souvenais de lui comme d'un homme grand et silencieux, avec des mains comme du cuir et des yeux qui ne semblaient jamais se fixer longtemps sur quoi que ce soit. Monsieur Leroux, je dois vous informer que vous devez actuellement 42 000 € d'arriérés d'impôts fonciers. Si cette somme n'est pas réglée avant vendredi, la propriété sera vendue aux enchères publiques. 42 000 €. J'ai fixé les 15 € dans mon portefeuille, étalé sur le siège passager à côté d'un rouleau de papier toilette volé dans les toilettes d'une station-service. Vous pourriez aussi bien me demander 42 millions. Il y a eu un silence à l'autre bout du fil. Des bruits de papier. Puis la voix de Sophie est revenue, différente cette fois, plus basse, plus urgente. Monsieur Leroux, êtes-vous au courant que la Proto Oil Corporation tente de vous contacter depuis 3 ans? Jamais entendu parler. Et Northern Reserve Energy ou Apex Petroleum? Madame, je vis dans ma voiture depuis 6 mois. Personne n'a essayé de me contacter pour autre chose que des factures impayées. Monsieur, ces sociétés vous cherchent concernant les droits miniers sur les terres de votre oncle. Ils ont engagé des détectives privés. Ils ont envoyé des lettres recommandées à 17 adresses différentes. Ma main tenant le téléphone a commencé à trembler. Pourquoi des compagnies pétrolières s'intéresseraient-elles à de la terre gelée? Monsieur Leroux. Des études géologiques terminées il y a 3 ans indiquent d'importants gisements de pétrole sous votre propriété. Les droits miniers seuls sont actuellement évalués entre 16 et 18 millions d'euros. Et c'est une estimation conservatrice. La boîte de raviolis m'a glissé des mains. Elle a heurté le tapis de sol avec un bruit sourd, la sauce éclaboussant ma dernière paire de chaussures propres. Je ne pouvais plus bouger. Je ne pouvais plus respirer. Je ne pouvais même pas cligner des yeux. Monsieur Leroux, êtes-vous toujours là? Le monde était devenu silencieux, à l'exception des battements de mon cœur dans mes oreilles. 18 millions d'euros. Le chiffre n'avait aucun sens. Rien n'avait de sens. Il y a 6 mois, mon ex-femme Mélanie et son petit ami avaient pris tout ce que j'avais mis 22 ans à bâtir. Mon entreprise de plomberie, ma maison, mes camionnettes, ma dignité, 3,8 millions d'euros d'actifs au total, disparus avec la signature du juge et le rire de mon ex-femme. Profite bien de ta misère, avait-elle dit devant le tribunal, son bras lié à celui de Benoît Coste, l'avocat du divorce qui avait orchestré ma destruction complète. Peut-être que ça t'apprendra ce qu'est le vrai travail. Maintenant, une inconnue au téléphone me disait que j'étais riche depuis tout ce temps, assis sur une fortune tout en mangeant grâce au resto du cœur et en me lavant dans des stations-service. Ça doit être une erreur, ai-je finalement réussi à dire. Pas d'erreur, monsieur Leroux, mais je veux que vous compreniez bien une chose. Si vous ne payez pas les 42 000 € d'arriérés d'impôts avant 17 heures de l'Alaska ce vendredi, vous perdez tout. Le terrain sera vendu aux enchères, probablement à l'une de ces compagnies pétrolières pour une fraction de sa valeur. Vous avez 72 heures. 72 heures? J'ai regardé mon reflet dans le rétroviseur. 49 ans, cheveux plus gris que bruns, visage émacié par des mois à ne faire qu'un repas par jour, portant un t-shirt Emmaüs avec le nom de quelqu'un d'autre sur l'étiquette.
Je ressemblais à un homme qui avait tout perdu, ce que j'étais. Mais apparemment, j'étais aussi un homme qui possédait 137 hectares de terre riche en pétrole. Qu'est-ce que mon oncle faisait là-bas, ai-je demandé à Sophie. D'après nos dossiers, rien. Il vivait dans une caravane au coin sud-est de la propriété de 1973 jusqu'à sa mort en 1998. Il ne l'a jamais développé, jamais vendu, jamais même loué. Il payait juste les taxes chaque année jusqu'à son décès. Après ça, les factures vous ont été adressées, mais il semble que vous ne les ayez jamais reçues. J'ai repensé à 1998. J'avais 23 ans, je venais de lancer le Roux Plomberie Service avec une fourgonnette et plus d'ambition que de bon sens. Le courrier était transféré, perdu, ignoré dans le chaos de la création d'une entreprise et d'une famille. Un avis légal concernant de la toundra sans valeur n'aurait pas semblé important. Sophie, vous devez comprendre. J'ai 15 € en tout et pour tout. Je ne peux pas payer 42 000 € d'ici vendredi. Je ne peux pas les payer d'ici vendredi prochain ni l'année prochaine. Alors vous devez trouver quelqu'un qui le peut, monsieur Leroux, parce qu'à 17h 1h de l'Alaska vendredi, vous passerez de potentiellement 18 millions à rien du tout. Ce mot a plané entre nous. Comme si elle connaissait mon histoire, comme si elle comprenait ce que signifiait tout perdre 2 fois. Pouvez-vous m'envoyer la documentation, les preuves de tout ça? J'envoie tout par email à l'adresse que nous avons dans le dossier en ce moment. thomas.leroux@gmail.com. Oui, c'est ça. La seule chose que j'avais réussi à garder, un compte email gratuit. Monsieur Leroux, puis-je parler franchement? Allez-y. Je travaille dans ce bureau depuis 15 ans. Je n'ai jamais passé un appel comme celui-ci. D'habitude, ce sont des avis standards pour de petites parcelles. Mais les terres de votre oncle avec ses droits miniers et 3 grandes compagnies pétrolières qui tournent autour comme des requins, c'est une somme qui change une vie. Trouvez un moyen de payer ces taxes. Mendiez, empruntez, vendez votre sang s'il le faut, parce que des opportunités comme celle-ci ne se présentent pas 2 fois. Elle avait tort sur ce dernier point. C'était ma deuxième chance. La première avait été de bâtir mon entreprise à partir de rien pour en faire un empire local. Mais cet empire avait été construit sur la confiance en la mauvaise personne, et il s'était effondré en 8 mois de procédure judiciaire. C'était différent. C'était l'oncle Marcel, un homme que je connaissais à peine, me tendant depuis la tombe un billet de loto gagnant qu'il gardait depuis 25 ans. Merci, Sophie. Sincèrement. Bonne chance, monsieur Leroux. Vous allez en avoir besoin. L'appel s'est terminé. Je suis resté assis dans le silence de ma voiture, entouré de tout ce que je possédais, 2 changes de vêtements, un sac de couchage, un réchaud de camping qui ne marchait plus et 15 €. Dehors, des gens normaux avec des vies normales passaient en voiture, rentrant vers leur maison normale. Ils ne se doutaient pas que le sans-abri dans sa Peugeot cabossée venait d'apprendre qu'il valait 18 millions d'euros, s'il pouvait trouver 42 000 € en 3 jours. J'ai ramassé la boîte de raviolis au sol, essuyé la sauce avec une serviette en papier et pris une bouchée. Ils avaient le même goût qu'il y a 5 minutes, avant que je ne sois millionnaire, parce que c'est ce que j'étais maintenant, techniquement un millionnaire qui ne pouvait pas se payer un repas chaud. L'ironie était si parfaite qu'elle en était douloureuse. Mélanie et Benoît m'avaient détruit pour prendre près de 4 millions. Pendant qu'ils célébraient leur victoire, j'étais assis sur 18 millions depuis le début, caché sous le permafrost et des décennies de factures impayées. J'ai pensé à l'oncle Marcel, cet homme calme aux mains usées. Savait-il? Avait-il délibérément gardé cette terre intacte, attendant le bon moment? Ou était-ce juste une chance cosmique, la façon dont l'univers rééquilibre la balance? Peu importait. Ce qui comptait, c'était 42 000 € et 72 heures. J'ai démarré la Peugeot, le moteur toussant avant de prendre, et j'ai sorti mon téléphone pour vérifier l'email de Sophie. Les documents étaient tous là, la preuve légale que Thomas-Jacques Leroux possédait ces terres, les relevés géologiques, les lettres des compagnies pétrolières avec des offres qui m'ont mis les larmes aux yeux. 18 millions. Mais d'abord, 42 000. J'ai fait défiler mes contacts. La plupart avaient disparu, effacés ou bloqués après le divorce quand je ne pouvais plus supporter la honte de raconter ce qui s'était passé. Mais il y avait un numéro que je n'avais jamais effacé, que je ne pourrais jamais effacer, peu importe ce que ma fierté me dictait. Mon frère Daniel à Nantes, celui qui avait réussi, le dentiste avec la famille parfaite dans une belle maison, celui qui m'avait mis en garde contre Mélanie dès le début. Mon doigt a plané sur son nom. 3 jours pour sauver 18 millions.
La fierté était un luxe que je ne pouvais plus me permettre. J'ai passé l'appel qui allait tout changer. 22 ans avant cet appel, j'avais lancé le Roux Plomberie Service avec 800 €, une camionnette d'occasion qui consommait de l'huile, et une boîte à outils que mon père m'avait laissée à sa mort. J'avais 27 ans, marié depuis 2 ans à Mélanie, et déterminé à bâtir quelque chose de durable. La première année a failli me tuer. Je travaillais 7 jours sur 7, acceptant n'importe quel boulot, débouchant des toilettes à 2 heures du matin, remplaçant des chauffe-eau dans des sous-sols inondés, réparant des tuyaux éclatés au cœur des hivers lyonnais. Mélanie travaillait comme secrétaire médicale à l'époque, rapportant un revenu stable pendant que je construisais notre avenir une intervention à la fois. Tu sens les égouts, disait-elle quand je rentrais après minuit. Mais elle le disait en réchauffant le dîner qu'elle m'avait gardé. À l'époque, ça ressemblait à de l'amour. Au bout de 5 ans, j'avais 3 employés. Au bout de 10 ans, j'en avais 12. Le Roux Plomberie était devenu le nom en qui les entreprises avaient confiance à Lyon. Nous avions des contrats avec des immeubles de bureaux, des restaurants, 2 centres commerciaux et un hôpital régional. J'ai acheté notre première maison à Écully quand les jumelles, Ambre et Chloé, avaient 5 ans. Une vraie maison avec un jardin, pas l'appartement exigu où nous avions commencé. L'entreprise a grandi pour valoir près de 3 millions d'euros, pas parce que j'étais un génie, mais parce que je répondais à chaque appel, honorais chaque contrat et traitais chaque fuite comme si c'était important. La maison valait 850 000 €, décorée exactement comme Mélanie le voulait. Elle avait arrêté de travailler quand les filles sont entrées à l'école, disant vouloir se concentrer sur son rôle de mère. Je n'ai jamais remis ça en question. Pourquoi l'aurais-je fait? Nous construisions une vie ensemble. Nos journées avaient un rythme. Je partais à 5 heures du matin, embrassais Mélanie pendant qu'elle dormait et allais à l'atelier. Elle préparait les filles, gérait la maison, s'occupait de notre vie sociale. Elle a rejoint un club de tennis chic, s'est fait des amis parmi les femmes d'autres chefs d'entreprise. J'étais content qu'elle soit heureuse. Tous ces matins précoces et ces nuits tardives avaient un sens parce que ma famille prospérait. Les jumelles étaient intelligentes comme leur mère, ambitieuses comme moi. Ambre voulait être médecin. Chloé s'intéressait à l'ingénierie. Nous avons épargné pour leurs études dès leur naissance. Pas de prêt étudiant, pas de stress financier. C'était le rêve pour lequel je travaillais. Mélanie a commencé son club de lecture le jeudi quand les filles étaient au lycée. Juste entre filles pour discuter littérature, disait-elle. Tu ne serais pas intéressé, Thomas. Trop de discussions sur les sentiments. Elle avait raison. Je préférais les plans techniques aux discussions littéraires. Les séminaires juridiques sont venus ensuite. Elle disait vouloir mieux comprendre les affaires, pour m'aider davantage. J'étais touché. Après 20 ans de mariage, elle voulait encore s'impliquer dans mon travail. On devrait mettre à jour notre planification successorale, a suggéré Mélanie un soir au dîner. L'entreprise vaut tellement maintenant. On doit protéger l'avenir des filles. Elle avait trouvé un avocat, Benoît Coste, via son club de tennis. Hautement recommandé. Spécialisé en droit des affaires et protection du patrimoine. Son bureau avait des fauteuils en cuir et des étagères en bois sombre remplies de codes juridiques qui semblaient n'avoir jamais été ouverts. Thomas, mon vieux, vous avez bâti quelque chose d'impressionnant, a dit Benoît lors de notre première réunion. Il avait cette assurance facile de ceux qui n'ont jamais eu de terre sous les ongles. Assurons-nous que ce soit blindé, légalement parlant. Les papiers qu'il a préparés étaient épais, remplis d'un langage que je ne comprenais pas, structure de holding, transfert d'actifs, optimisation fiscale. Mélanie avait déjà tout lu. Elle avait mis des post-it là où je devais signer. C'est juste de la paperasse, chérie, a-t-elle dit quand j'ai hésité. Benoît m'a tout expliqué. Ça nous protège si quelqu'un poursuit l'entreprise un jour. Ça sépare nos biens personnels. J'ai signé. Bien sûr que j'ai signé. C'était ma femme depuis 22 ans, la mère de mes enfants, la femme qui avait mangé des pâtes premier prix avec moi dans un appartement miteux pendant que je poursuivais mon rêve. Pourquoi ne lui aurais-je pas fait confiance? Benoît est devenu une présence régulière. Il passait à la maison déposer des documents. Il venait à nos barbecues, apportait du vin cher et complimentait mes grillades. Il riait à mes blagues, posait des questions sur l'entreprise, agissait comme si nous étions amis. Vous devriez donner des cours de business, Thomas, disait-il dans mon jardin en buvant ma bière. De rien à des millions. C'est ça la réussite à la française.
je l'aimais bien, en fait. C'est la partie qui me brûlerait le plus tard. J'appréciais sincèrement l'homme qui démantelait secrètement ma vie, un document légal à la fois. Le dernier jour normal fut un lundi de mars. J'ai embrassé Mélanie, je suis allé travailler, j'ai résolu des problèmes, je suis rentré dans une maison qui sentait le rôti. On a regardé la télé ensemble, parlé des candidatures en master d'ambre, on s'est couché à 22 heures comme 1000 fois auparavant. Mardi matin, Robert, mon chef d'équipe, m'a accueilli à la porte de l'atelier. Son visage me disait que quelque chose n'allait pas avant même qu'il ne me tende l'enveloppe. Un type en costume a dit de te donner ça immédiatement. Il a dit que c'était urgent. À l'intérieur se trouvait la fin de tout ce que j'avais construit. Mais debout là, dans mes chaussures de sécurité et mon uniforme taché, tenant des papiers qui m'accusaient de crime contre un mariage que je chérissais, je ne comprenais toujours pas ce qui se passait vraiment. Je pensais que c'était une erreur qui pouvait être réparée par le dialogue. J'avais tort. La demande de divorce faisait 60 pages de mensonges enrobés de langage juridique, violence psychologique, manipulation financière, dissimulation d'actifs, abandon du domicile conjugal. Chaque accusation était précisément conçue pour détruire non seulement mon mariage, mais mon caractère. Mes mains tremblaient en lisant des phrases que je n'avais jamais dites, des incidents qui n'avaient jamais eu lieu, une version de moi qui n'existait que dans ces pages dactylographiées. J'ai conduit directement à la maison, enfreignant toutes les limitations de vitesse. La maison était calme quand j'ai franchi la porte. Trop calme. Puis je les ai vus dans la cuisine. Mélanie était assise à notre table de petit déjeuner, celle où nos filles avaient mangé leurs céréales pendant 18 ans. Benoît Coste était assis à côté d'elle, sa main couvrant la sienne. « Bonjour, Thomas », a dit Mélanie calmement, comme si je rentrais d'une journée normale. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» J'ai brandi les papiers. « La fin de la comédie », a-t-elle dit. « Assieds-toi. On devrait en discuter entre adultes. » Je suis resté debout. « Depuis combien de temps ?» Benoît a commencé à parler, mais je l'ai coupé. « Je ne te parle pas à toi. »« Combien de temps, Mélanie ?» 18 mois, a-t-elle dit, levant le menton avec quelque chose ressemblant à de la fierté. Benoît m'a aidé à comprendre ce que je vaux vraiment, ce que je mérite. Nos filles savent. On leur a dit la semaine dernière. Elles comprennent. Elles voient comment tu as priorisé le travail sur la famille pendant 20 ans. C'était le premier coup de poignard. Les jumelles, ma raison de vivre, savaient depuis une semaine pendant que j'allais travailler, planifiant leur avenir, complètement ignorant. Sors de ma maison, ai-je dit à Benoît. En fait, a-t-il dit en se levant lentement, c'est la maison de Mélanie. Depuis 6 mois. Vous avez signé les papiers, vous vous souvenez? Protection du patrimoine. Le deuxième coup de poignard. Ces papiers que j'avais signés sans lire, faisant confiance aux post-it et aux assurances de ma femme. J'avais cédé ma propre maison. L'entreprise est à moi, ai-je dit. 51% appartiennent à Mélanie, a répondu Benoît, sortant son téléphone pour me montrer des documents. Vous l'avez fait actionnaire majoritaire l'an dernier. Pour des raisons fiscales, vous aviez accepté. Votre signature est juste là. Le troisième coup de poignard, le plus profond. Mon entreprise bâtie à partir de rien n'était plus à moi. Tu as planifié ça, ai-je dit à Mélanie. Chaque document, chaque signature, tu as planifié ça. J'ai planifié ma liberté, a-t-elle corrigé. 22 ans à te regarder rentrer sale, à faire semblant d'être fier de toi, faire semblant que ton petit empire de plomberie signifiait quelque chose. Tu sais comment les femmes au club t'appellent? Thomas le roi des chiottes. Et je devais sourire et te défendre. J'ai tout bâti pour nous. Pour toi et les filles. Tu l'as bâti pour ton ego, a-t-elle claqué. Jouant au grand homme d'affaires alors que tu n'es qu'un concierge glorifié. Benoît m'a montré à quoi ressemble le vrai succès. J'ai regardé Benoît. Son costume coûtait plus cher que le loyer de la plupart des gens. Sa montre était une Rolex. Son sourire était celui d'un homme qui avait déjà gagné. Tu es son avocat, ai-je dit. C'est une faute professionnelle, un conflit d'intérêts. Je suis son avocat pour la procédure de divorce, a-t-il dit prudemment. Notre relation personnelle est distincte. Nous avons été très prudents sur la documentation. Tout tiendra au tribunal. J'ai engagé un avocat honnête cet après-midi-là, maître Laurent Padet. Il a tout examiné et son visage a blêmi.
Thomas, ces documents que vous avez signés, ils sont en béton. Vous avez transféré la majorité de la propriété de tout à Mélanie au cours des 2 dernières années. Je ne savais pas ce que je signais. Ce n'est pas une défense légale. Vous êtes un chef d'entreprise. Aucun juge ne croira que vous avez signé des documents sans les comprendre. La procédure de divorce a duré 8 mois. Chaque audience était une leçon de destruction légale. L'associé de Benoît m'a présenté comme un tyran qui avait caché des actifs et terrorisé sa famille. Ils ont amené un expert comptable qui a découvert des écarts dans les livres de compte. De l'argent qui avait soi-disant disparu. C'était une fabrication, mais ça avait l'air légitime sur papier. 3 de mes propres employés ont témoigné que Mélanie était le véritable cerveau derrière le succès de l'entreprise. Robert m'a dit plus tard qu'on leur avait promis des postes dans des entreprises concurrentes s'ils coopéraient. La juge semblait avoir pris sa décision avant même que je ne parle. J'ai appris plus tard que le cabinet de Benoît avait des liens étroits avec elle. Ambre et Chloé ne répondaient pas à mes appels. Mélanie leur avait montré des preuves de liaison qui n'avaient jamais eu lieu. Elle les avait convaincus que l'argent de leurs études, que j'avais protégé sur des comptes séparés, était en fait de l'argent que j'avais volé à leur mère. Le verdict final est tombé en novembre. Mélanie a reçu l'entreprise, la maison, tous les comptes d'investissement, tout sauf ma camionnette personnelle et 30 000 €. La juge a appelé cela une répartition équitable basée sur le schéma d'abus financier du défendeur. Je suis resté debout dans la salle d'audience pendant que la décision était lue, regardant le travail de ma vie être remis à une femme qui me regardait maintenant avec un pur mépris, et à son amant qui avait orchestré tout le vol. Dehors, il m'attendait. « Tu aurais dû mieux me traiter », a dit Mélanie assez fort pour que les passants entendent. Toutes ces années à jouer le gros bonnet pendant que je souffrais en silence. Souffrais ? Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Dans une maison à 850 000 € avec un abonnement au country club ? Benoît s'est avancé. C'est fini, mon vieux. Accepte-le. Profite de la pauvreté. Peut-être que ça t'apprendra l'humilité. Mélanie a ri alors, un son que je n'avais jamais entendu en 24 ans de mariage. Il a raison, Thomas. La pauvreté te va mieux. Tu as toujours été juste un plombier glorifié avec la folie des grandeurs. Ils sont partis ensemble vers la Mercedes de Benoît, tandis que je restais là avec rien d'autre que les clés d'une camionnette de 10 ans et la certitude d'avoir été détruit par les 2 personnes en qui j'avais le plus confiance. Cette nuit-là, j'ai dormi dans ma camionnette sur un parking de supermarché, la première nuit d'une longue série. La camionnette a tenu 3 semaines avant que les huissiers ne la trouvent. J'ai regardé de loin pendant qu'ils la chargeaient sur une dépanneuse. Cette nuit-là, j'ai échangé ma montre, un cadeau d'anniversaire de Mélanie valant 3 000 €, contre une Peugeot 307 avec 200 000 km et un chauffage capricieux. La voiture est devenue ma maison, mon bureau, mon monde entier. J'ai appris les règles de la rue rapidement. Changez de parking pour que la sécurité ne vous remarque pas. Les douches municipales coûtent quelques euros. La fierté coûte cher quand on est pauvre. Pendant 2 mois, je n'ai rien dit à personne. Mon frère Daniel a appelé 2 fois, mais j'ai laissé sonner. Ma mère, 78 ans, vivant avec une petite retraite dans le sud, n'avait pas besoin de savoir que son fils qui a réussi le mangeait au resto du cœur. La honte était un poids physique plus lourd que la faim. Le travail au noir est devenu mon revenu. Charger des camions, peindre des appartements pour des marchands de sommeil. À 49 ans, mon dos hurlait à chaque poste. Le pire était de voir mes camions d'entreprise dans Lyon. Le roue plomberie, le logo que j'avais dessiné moi-même, conduit par des inconnus. Mélanie avait gardé Robert comme chef d'équipe pendant exactement 2 mois avant de le remplacer par le cousin de Benoît. Robert m'a trouvé sur une aire de repos un soir, m'a tendu 200 € par la fenêtre. La boîte coule, Thomas. Elle a déjà perdu la moitié des contrats. Ce n'est plus mon problème, ai-je dit. Mais nous savions tous les deux que c'était un mensonge. L'hiver dans une voiture est un enfer particulier. Le froid s'infiltre partout. Mes filles n'appelaient jamais. J'avais envoyé des lettres, expliquant ma version. Elles revenaient non ouvertes. Mélanie avait bien empoisonné le puits. 6 mois plus tard, j'avais oublié ce qu'était l'espoir. Ce mardi après-midi, j'avais été refusé sur un chantier car trop vieux. J'avais conduit jusqu'à l'aire de repos près de Mâcon, compté mes 15 € 3 fois, et ouvert cette boîte de raviolis qui avait le goût de la défaite. Puis le téléphone a sonné. Sophie Bertrand parlant de propriétés oubliées.
J'ai pensé à l'oncle Marcel. Il avait su. D'une manière ou d'une autre, il savait qu'un jour son neveu aurait besoin d'un miracle. L'email de Sophie contenait tout. Acte de propriété, relevé, offre des compagnies pétrolières. 18 millions. Mais d'abord, 42 000 € en 3 jours. J'ai fait défiler mes contacts. Le numéro de Daniel était là. La honte de l'appeler était écrasante. Mes 18 millions m'attendaient. J'ai appuyé sur appel. Ça a sonné 2 fois. Thomas, bon sang, j'essaie de te joindre depuis des mois. Où es-tu? J'ai besoin d'aide, ai-je dit, les mots écorchant ma gorge. Pas pour moi. Pour la mémoire de papa. Pour l'oncle Marcel. Combien? A demandé Daniel immédiatement. Pas de questions, pas de leçons. 42 000 €. Je peux tout expliquer, mais j'en ai besoin avant vendredi où je perds quelque chose qui vaut 18 millions. Tu les auras demain. Où est-ce que je les envoie? Mercredi matin, j'étais assis dans un bureau administratif à Lyon, avec un chèque de banque de 42 000 €. Mes mains tremblaient en l'envoyant par virement express certifié. Sophie m'a confirmé la réception. C'était juste, monsieur Leroux. L'enchère était prévue vendredi midi. Et maintenant? Maintenant, vous possédez 137 hectares de terres très précieuses, libres de toute dette. Mon téléphone a vibré. Numéro inconnu. Monsieur Leroux, ici Jacques Dupuis de Proto Oil. Nous savons que vous avez réglé la dette. Nous aimerions vous rencontrer immédiatement. Dans l'heure, j'étais dans un courte-paille, le seul restaurant que je pouvais me permettre. 3 cadres étaient assis en face de moi. Je n'avais pas pris de douche depuis 3 jours, mais ces millionnaires me traitaient comme un roi. Parce que j'avais les cartes en main. Ils ont commencé à 20 millions. La représentante de Northern Reserve a ri. Ne l'insultez pas 23 millions, paiement immédiat. Le troisième, Robert de Apex, a parlé calmement. 30 millions pour les droits miniers, plus 2% de royalties sur chaque baril extrait. J'ai levé ma main. Une main qui avait débouché des toilettes il y a 6 mois. 32 millions, 3% de royalties, et je veux 10 millions virés sous 72 heures. Robert a souri. Marché conclu. Nous avons signé l'accord préliminaire là, entre les menus collants. Jeudi matin, Daniel est arrivé de Nantes. Il est sorti de sa BMW, a vu ma Peugeot et mon état, et m'a serré dans ses bras. Pourquoi tu n'as pas appelé plus tôt? La fierté, ai-je dit. Vendredi à 15 h, le virement est arrivé. 10 millions d'euros. La banque a appelé 3 fois pour vérifier. J'ai pris une chambre au Novotel. Une douche chaude d'1 heure. Puis j'ai appelé mes filles. Ambre a répondu, méfiante. Je ne t'appelle pas pour de l'argent, ma chérie. Je veux juste te dire que je t'aime. Il y a eu un silence, puis un sanglot. Maman a dit que tu appellerais pour nous manipuler. Je ne manipule personne. Je veux juste que tu saches que je vais bien. Nous avons parlé 1 heure. La vérité sur Mélanie et Benoît commençait à se fissurer. Samedi, j'ai vu un grand avocat fiscaliste. Pour me protéger. Il a ri en voyant le jugement de divorce. L'ironie est parfaite. Comme ils ont tout pris lors du divorce, ils n'ont aucun droit sur les actifs acquis après le jugement définitif. Votre ex-femme s'est légalement séparée de la fortune qu'elle aurait pu partager. Cet après-midi-là, je suis passé devant mon ancienne entreprise. Un panneau à vendre était devant. Mélanie avait détruit en 18 mois ce que j'avais mis 22 ans à bâtir. Je n'ai rien ressenti. Pas de joie, juste une paix étrange. Le premier chèque que j'ai fait était pour Daniel, lui remboursant 20 fois ce qu'il m'avait prêté. Il a essayé de refuser, j'ai insisté. J'ai acheté un appartement modeste à Annecy. J'ai payé cash. Mes filles sont venues me voir 2 semaines après. Papa, tu as 30 millions, a dit Ambre. Pourquoi tu vis comme ça? Parce que j'ai appris la différence entre avoir de l'argent et avoir besoin de le montrer. La vérité sur leur mère a éclaté. Benoît l'avait quitté 3 mois après le divorce pour une autre femme riche. L'entreprise coulait. Elle buvait beaucoup. Je n'ai ressenti aucune satisfaction, seulement de la tristesse. L'enquête de mes avocats a révélé la corruption de Benoît. Il avait fait ça à d'autres. Le FBI et la justice française se sont coordonnés car il blanchissait de l'argent à l'étranger.
Il a été radié du barreau et condamné à de la prison ferme. J'ai créé la fondation Marcel Leroux avec 5 millions d'euros pour aider les pères divorcés qui avaient tout perdu à se reconstruire. Le premier bénéficiaire fut Michel, un plombier de l'île vivant dans sa voiture. « Pourquoi vous m'aidez » a-t-il demandé. « Parce que quelqu'un que je connaissais à peine m'a aidé. » J'ai revu Mélanie une dernière fois, 18 mois plus tard, à une station-service près de Lyon. Elle avait une vieille Twingo. Elle avait l'air vaincue. Nos regards se sont croisés. Elle a commencé à parler, mais j'ai fini mon plein, je suis monté dans mon Ford Ranger et je suis parti. Il n'y avait plus rien à dire. Mes filles ont fini leurs études sans dette. Robert a racheté mon ancienne entreprise pour une bouchée de pain, je lui ai prêté l'argent et j'ai effacé la dette 6 mois plus tard. Il l'a bien remontée. Je garde 3 photos sur mon bureau. Mes filles, mon père, et l'oncle Marcel devant son vieux camion. Au dos de la photo de Marcel, la famille est une richesse qui porte ses intérêts avec le temps. Il avait payé des taxes pendant 25 ans sur une terre inutile, attendant que son neveu ait besoin d'un miracle. Parfois, le salut vient de là où on ne l'attend pas. Si cette histoire a résonné en vous, si vous avez connu la trahison ou trouvé l'espoir dans des lieux inattendus, racontez-le-moi en commentaire. Aimez cette vidéo si elle vous a touché. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre que toucher le fond n'est pas la fin. Et abonnez-vous pour plus d'histoires de résilience. Merci de m'avoir écouté.